Sur la question de l'esclavage, l'UNESCO a fait des choses extrêmement importantes. Mais l'acte majeur, massif, a été, comme je l'ai dit, la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique. C'est extrêmement important. C'est-à-dire, ce n'était pas une histoire écrite par les Africains, pour les Africains. C'était des comités d'historiens internationaux extrêmement qualifiés de tous les continents qui ont fait ce travail qui a duré plus d'une vingtaine d'années et qui ont produit 8 volumes. Combien de personnes ici ont vu les volumes? Chaque volume est gros comme cela. Et il y a des versions beaucoup plus réduites. Le 9e volume est en train d'être préparé pour l'enseignement de toute cette histoire. Et ces volumes se trouvent sur tout le continent africain. Mais qu'est-ce que les gouvernements en font? Donc il ne faut pas interpeller seulement l'UNESCO. Deuxièmement, sur l'esclavage, depuis le lancement de la route de l'esclave, l'UNESCO a produit une littérature extrêmement abondante et précise sur la question idéologique du racisme et de la question éthique. L'UNESCO a organisé des colloques et des publications ont été faites qui montrent toute cette dimension, comment on a lentement racialisé la vision du monde à partir du XVIIIe siècle et comment le racisme anti-noir a été une tentative de légitimer la vente d'êtres humains comme esclaves, d'êtres humains qu'on désignait comme bien meubles dans le code noir. Donc il y a une littérature, il y a des livres. Maintenant, dernier point, le problème c'est la responsabilité des gouvernements. Et je vous rappelle une donnée quand même troublante. Un combat a été mené pendant 20 ans pour désigner l'esclavage comme crime contre l'humanité. Ça a été un combat violent, dur. Christian Taubira a réussi à l'obtenir en France. Ensemble, nous avons réussi à l'obtenir à Durban. C'est dans la déclaration de Durban adoptée à l'unanimité de tous les pays. Mais cette déclaration que l'esclavage est un crime contre l'humanité est un appel pour que chaque pays l'intègre dans sa législation. Combien de pays africains l'ont intégré? Le seul pays que je connais, c'est le Sénégal. Il n'y a pas d'autres pays africains qui l'ont fait. Et les pays africains étaient mobilisés à Durban. Comment se fait-il que les gouvernements africains qui font des discours permanents sur la libération du continent, le panafricanisme, comment se fait-il que l'acquis fondamental que l'esclavage est un crime contre l'humanité, qui ne concerne pas seulement le Nord et l'Afrique, il n'y a pas? La majorité des pays africains ne l'ont pas intégré dans leur législation. Et regardez aussi les livres d'histoire des pays africains. Combien parlent de l'esclavage? De quelle manière le font-ils? Et donc, il faut regarder d'abord, au niveau du continent africain, les responsabilités qui se posent. Donc, je voulais apporter ces précisions. Et le deuxième point, c'est les défis de Bimbia. J'ai eu la chance d'être invité par le ministère de la Culture et donc de visiter Bimbia en profondeur. Mais je crois que c'est important et c'est là qu'il faut féliciter le Cameroun. Parce que moi et mes collègues, nous avons lancé la route de l'esclave en 1994. Le nouveau directeur est là, depuis mon départ, Charlie Moussa. Et il n'y a pas beaucoup de pays africains qui ont assumé d'une manière forte et visible cette mémoire et ces implications présentes. Donc félicitations pour le Cameroun. Alors, ce dont nous parlons de l'esclavage transatlantique. 16e, début 20e, 4 siècles. Précédé par l'esclavage transsaharien, arabo-musulman, du 8e, 9e, jusqu'à l'esclavage et après l'esclavage transatlantique. Donc, nous parlons d'une longue histoire qui a profondément marqué l'Afrique. Et donc, l'esclavage transatlantique, il faut rappeler 2 points importants. Que l'esclavage est un phénomène universel, que tous les peuples ont connu des phénomènes d'esclavage, de capture, de vente, de servitude, et que donc ce n'est pas lié à l'Afrique et à la race noire. C'est un phénomène universel. Mais ce qui caractérise l'esclavage transatlantique,
c'est, je crois, trois dimensions fondamentales. Il faut le rappeler pour saisir l'importance de l'univers. Le premier, je viens de le dire, c'est la durée. Nous parlons de l'esclavage transatlantique, 5 siècles, 4, précédé de l'esclavage transsaharien, et qui ont littéralement vidé l'Afrique de sa force vitale. Parce que l'esclavage porte sur la capture de personnes vigoureuses qui sont utilisées comme force de travail ailleurs. Et donc, c'est un coup de massue humain d'une immense violence que l'Afrique a subi dans la longue durée. Dans la longue durée. Donc, ce point, il faut le rappeler, la durée de l'esclavage transatlantique. Le deuxième aspect important, c'est que si toutes les autres formes d'esclavage étaient des esclavages informels, qui n'étaient pas structurés, c'était la suite de guerre, de combat, de capture, celui-ci était organisé. Il était organisé par les États. C'était les gouvernements de l'époque, les royautés de l'époque, qui l'organisaient et qui donnaient donc les licences pour pratiquer l'esclavage. Donc, c'était organisé par les États. Ça, c'est le deuxième point, ce qui fait la singularité de l'esclavage transatlantique. Le troisième point, c'est que c'était légal. Et c'était basé sur un document qui s'appelle les codes noirs. C'est-à-dire que si les autres formes d'esclavage étaient sauvages, comme ça, capture, vente, violence, qui touchaient toutes les races. D'ailleurs, le mot esclave vient du fait qu'en Europe, pendant des siècles, on s'est procuré des esclaves dans une région qui s'appelle la Slavonie. C'est de la Slavonie que vient le mot esclave. Mais là, nous parlons d'un phénomène qu'un historien français, Jean-Michel Deveau, a appelé la plus grande tragédie de l'histoire humaine par sa durée et son ampleur. Et donc, légal, organisé par les États, basé sur une organisation juridique. Les codes noirs structurent, organisent l'esclavage. Et dans les codes noirs se trouve le concept central qui marque la violence de l'esclavage et sa déshumanité, c'est que l'esclavage, l'esclave est défini comme un bien meuble. Le bien meuble, c'est la définition qui est donnée dans le code pénal aux animaux. C'est la définition de l'esclave, c'est un bien meuble. Et donc le code noir, le document juridique qui organise tout cela, décrit comment il faut traiter l'esclave, comment il faut le punir, comment il faut le ménager pour atteindre l'objectif qui était, je le rappelle, au départ n'était pas racial, était purement économique. On venait de découvrir, entre guillemets, on n'a pas découvert parce qu'il y avait des populations qui étaient là depuis des millénaires, mais dès que l'Europe, à partir du 15e siècle, 1492, a découvert cette zone et a trouvé qu'il y avait des richesses dont elle avait besoin, sa voracité l'a littéralement amené à dire on va exploiter ces terres-là. C'est ça. Au départ, c'était économique, purement économique et matériel. Et donc, c'est là que se situe donc cette organisation juridique pour que ceux à qui les royautés, les gouvernements donnaient des licences pour affréter des navires et aller exploiter et amener des richesses en Europe, comment tout cela devait être rentable et rationnel. Et donc, c'est ça le point aussi important qu'il faut garder. Et le troisième caractéristique donc, de ce dont nous parlons, c'est la dimension raciale. Parce que toutes les autres formes d'esclavage dans l'histoire de l'humanité n'ont pas porté sur une race précise. En Afrique, on l'a pratiqué pendant des siècles, entre tribus, etc. Ça se passe en Chine, en Asie, en Moyen-Orient, partout. La capture, la servitude était quelque chose de commun. Mais ce qui s'est passé avec l'esclavage transatlantique, c'est qu'environ, si au départ c'était purement économique, et je rappelle que dans les gens qu'on amenait pour exploiter les nouvelles terres, il y avait des blancs, des prisonniers qu'on libérait ici, qu'on amenait, on leur disait allez, on vous amène dans les Amériques, parce qu'il y a du travail à faire, etc. Mais lentement, l'Europe a pris conscience de deux facteurs importants. Un, c'est que pour la rentabilité de ces investissements, il fallait calculer le parcours entre la source de financement et les zones d'exploitation et le retour en Europe. C'est là que
la géographie a joué son rôle. On s'est rendu compte qu'en face des nouvelles terres, des terres qu'on appelait les Amériques et les Antilles, il y avait un continent, l'Afrique. Ça pouvait être l'Asie, mais c'est l'Afrique qui était là. Et au départ, donc, les Européens, les navires cabotaient le long des côtes, capturaient, négociaient avec les royautés et féodalités africaines et les amenaient. Mais lentement, ils se sont rendus compte que il y a là la richesse humaine dont ils avaient besoin, la force de travail dont ils avaient besoin pour exploiter les terres de l'hémisphère occidental, les Amériques et les Antilles. Et le deuxième phénomène, donc, le rapprochement. Et ça économise le parcours des côtes, des ports négriers d'eau, Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Liverpool, etc., vers l'Afrique et les Amériques. Et le deuxième facteur maintenant, c'est qu'après un siècle environ, ou même moins de cette pratique, on s'est rendu compte que ce qu'on était en train d'amener avait une couleur de peau, ils étaient noirs. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un débat à l'époque. Mais comment ça se fait qu'on mette en esclavage des êtres humains? C'est à partir de ces constats et de la nécessité de légitimer la vente d'êtres humains comme esclaves, êtres humains qu'on avait définis comme bien meubles dans les codes noirs, que littéralement on a construit le racisme anti-noir. Le racisme anti-noir, sa théorisation, sa conceptualisation date de là. Il fallait légitimer le fait qu'on était en train, depuis quelque temps, de prendre des êtres humains, hommes, femmes et enfants, et de les amener dans les Amériques et les Antilles. Et c'est là que donc les naturalistes, ce qu'on a appelé plus tard les anthropologues, les scientifiques, entre guillemets, ont littéralement construit l'infériorité culturelle, physique et mentale de l'homme noir. Le racisme, sa construction date de là. Et elle a été massive parce que toutes les disciplines scientifiques y ont contribué. Et elle a imprégné la culture, la connaissance, le savoir, la littérature pendant ces siècles de tout l'Occident. C'est pour ça que la profondeur du racisme est quelque chose dont il faut prendre conscience. Elle vient de là, la profondeur historique du racisme. Et donc, le dernier facteur, je termine sur la première partie, c'est la dimension raciale. C'est-à-dire le racisme comme idéologie de justification de l'esclavage. Alors, en conclusion sur ce premier point, ce à quoi nous avons affaire, c'est que nous parlons d'un système qui s'appelle le système esclavagiste, la traite négrière transatlantique, dont les structures matérielles, l'organisation des navires et tout cela ont disparu, ont été abolies, ou les abolitions, la plupart, ont le résultat de la résistance et du combat des esclaves eux-mêmes. Et donc, la dimension matérielle de l'esclavage est terminée depuis la fin du 19e, début 20e, mais l'idéologie qu'il a soutenue, le racisme, reste. Et la conséquence de ça, c'est que nous avons deux cartes qui se juxtaposent quand on les regarde de près. La carte de la marginalisation sociale, économique et politique dans les sociétés qui ont été impliquées dans l'esclavagisme, en Europe et dans les Amériques et les Antilles, coïncide avec la carte raciale. C'est-à-dire les deux cartes coïncident. Et c'est là qu'on voit la dimension structurelle extrêmement profonde de la conséquence actuelle et du fait que nous parlons d'un phénomène qui a une base historique, mais qui a des conséquences parce que les descendants de ceux qui ont été mis en esclavage, et je préfère le mot mis en esclavage que le mot esclave, en anglais on dit enslaved, pour ne pas associer noir et esclave. Et donc, ce sont les descendants de ceux qui ont été mis en esclavage qui, dans les sociétés où ils se trouvent, n'importe où dans la géographie du système, sont ceux qui sont le plus marginalisés, culturellement, socialement, politiquement, économiquement. Et donc, ce dont nous parlons, c'est un phénomène historique, mais qui structure en profondeur les sociétés actuelles. Donc ce n'est pas un phénomène historique du passé. Alors, c'est là que
c'est important de souligner ce que l'UNESCO a voulu faire depuis 1994. Vous savez que quand l'UNESCO, dans les années 60, quand les pays africains sont arrivés comme membres, moi je venais d'arriver aussi comme jeune délégué de mon pays à l'époque, les pays africains ont commencé à dire on va réécrire l'histoire de l'humanité. On va poser des grandes questions historiques. Et c'est là qu'on a lancé le programme de l'histoire de l'Afrique, que nous avons fait pendant 20 ans. On a produit 8 volumes, maintenant ils sont en train de travailler sur le 9e volume de son enseignement. Et c'est là que donc la question de l'esclavage est apparue. Parce qu'on s'est rendu compte que voilà un phénomène historique qui est d'une violence extrême qui a coûté à l'Afrique. On parle de 20 millions, il y en a beaucoup plus. Les chiffres sont en train d'être débattus par les chercheurs, qu'on a littéralement vidé du continent africain. Et c'est là que donc la question est apparue qu'il y a un fait historique, cet esclavage, qui est marqué par le silence et l'invisibilité. Le silence historique, les livres d'histoire n'en parlent pas, de l'Occident et de tous les pays qui l'ont pratiqué, sinon de manière anecdotique. Tous les chercheurs qui ont voulu travailler dans les universités ont été découragés. L'idéologie politique de l'Occident de l'époque imposait le silence historique sur ce phénomène et ce qui a suivi la colonisation. Il ne fallait pas en parler. Vous le savez, vous, le Cameroun. C'est vous qui avez subi la violence la plus extrême de la colonisation. La violence la plus brutale, la plus féroce. Et vous savez ce que l'historiographie occidentale en a fait. Il y a le silence historique. Mais à côté du silence, il y a l'invisibilité. C'est-à-dire l'invisibilité des victimes. Et ce sont ces victimes qui sont invisibles socialement, économiquement, politiquement dans les sociétés. Alors, voilà donc le cadre. Et je termine pour le deuxième point, vraiment important. En quoi Bimbia est important? Bimbia est important parce que quand l'UNESCO a lancé la route de l'esclave, nous avons voulu tout de suite briser le silence historique. Mais le faire d'une manière scientifique, pas émotionnelle, scientifique, objective. Donc nous voulions documenter l'esclavage. Et non seulement le documenter d'une manière ample, mais on s'est battu aussi avec Christian Taubira ici et ailleurs pour que l'esclavage soit déclaré crime contre l'humanité. Et nous avons réussi à le faire, Christian a réussi à le faire avec ici en France, et ensemble, à Durban, à la conférence mondiale contre le racisme en septembre 2001, il a été mis dans la déclaration que c'est un crime contre l'humanité. Donc, c'est un tournant extrêmement important. Or, voilà un phénomène déclaré crime contre l'humanité. C'est-à-dire que ça ne concerne pas seulement les Noirs et l'Afrique, mais il concerne le monde entier, toutes les races. Mais c'est un crime qui n'est pas documenté. C'est un crime quasiment invisible. Et c'est un crime sans punition. Et donc, c'est là que l'UNESCO, son programme de la route de l'esclave, revêt une très grande importance. Il fallait documenter le crime. Et beaucoup de gens parlent de réparation. Mais réparation sur la base de quoi? Il faut documenter le crime. Dans la mesure où la plupart des informations sur l'esclavage, on n'en connaît actuellement que le bout de l'iceberg. Il y a des pays qui ont détruit les sources d'information, d'autres les ont brûlés, comme au Brésil, etc. Mais les informations existent. Et l'UNESCO a voulu promouvoir une démarche scientifique objective pour que chaque pays assume cette histoire, fasse la documentation nécessaire et cherche les sources avec les autres pays d'où l'esclavage a commencé. Et donc, la documentation du crime contre l'humanité est fondamentale. C'est-à-dire donner visibilité et réalité au crime. Sinon, c'est une abstraction. Sinon, on se limite à l'émotion en disant c'est violent, c'est terrible, on a éclaté, c'était vraiment extraordinaire. Oui, l'émotion est légitime. Mais l'émotion n'est pas suffisante pour réparer. Donc, documenter le crime. Mais documenter le crime signifie deux choses. Un, aller aux sources de cette tragédie historique. Les sources, on les connaît. Il y a les sources nationales, les bibliothèques, les archives des pays qui ont fait l'esclavage. Parce que les esclaves n'écrivaient pas.
ceux qui écrivaient, c'était les entreprises de commerce, les économiques, ceux qui investissaient dans le commerce triangulaire pour ramener des richesses des Amériques et des Antilles. Ils avaient des livres de commerce, ils notaient tout. Nous avons investi 100 000 €, voilà ce qu'on nous a ramené tel bateau. Ils le notaient, c'était des comptables. Donc, là, il y a des sources. Et ces sources existent autant dans les archives nationales que dans des familles, parce que c'est des familles qui investissaient, que dans des sources de notariales, même dans les livres de cimetières. Et une des plus grandes sources, c'est le Vatican. Parce que les prêtres qui étaient dans les Amériques et les Antilles, qui représentaient la grande puissance culturelle et spirituelle de l'époque, qui elle-même acceptait l'esclavage au départ. Le Vatican ne demandait pas qu'on libère les esclaves. Les papes ont d'abord demandé à ce qu'on évangélise les esclaves, qu'on en fasse de bons chrétiens, mais pas qu'on les libère. Avec l'idée que, bon, et on demandait même aux esclaves l'obéissance au maître comme vertu chrétienne. Et ils iront au paradis dans un autre monde. Mais dans celui-ci, ils obéissent à leur maître. C'est une vertu chrétienne. Et donc, la puissance idéologique de l'époque, l'Église, qui imprègne les esprits, les mentalités, était dans le système. Donc, nous avons là les grands acteurs, les forces politiques, le gouvernement, les forces économiques, ceux qui ont l'argent, qui investissent, et la force idéologique, qui est le Saint-Siège, le Vatican. Et donc, avant-dernier point, il faut donc documenter le crime. Et le Vatican, nous le savons, l'UNESCO a fait des contacts, des réunions là-dessus, a, dans ses archives, parce que les prêtres qu'ils envoyaient pour évangéliser, rendaient compte, ils écrivaient aussi, ils écrivaient. Et donc les sources sont là-bas. Elles ne sont pas encore totalement ouvertes. Mais il y a des pistes qui sont en train d'être exploitées depuis plus de 10 ans. Et ensuite, il y a toutes sortes l'autre partie maintenant des sources. L'esclave n'écrivait pas. Mais la tradition orale africaine est chargée d'informations sur cette tragédie qui a duré 5 siècles. Dans les chants, dans les contes, dans les paroles qui se répercutent dans les différents villages, etc. La tradition orale est riche d'informations, tant en Afrique que dans les Amériques et les Antilles, etc. Et donc, là, il y a un point pour le faire. Alors, ce que je voulais dire en terminant maintenant sur Bimbia, c'est que documenter le crime signifie aller aux sources, mais signifie surtout retrouver les pistes et les parcours et les itinéraires de l'esclavage. Parce que l'esclavage est un itinéraire. C'est une géographie d'esclavage. On capture des gens, on les amène sur les côtes, on les transporte à travers les océans, on les amène dans les champs d'exploitation. Et donc, c'est un parcours. Donc, on a voulu à l'UNESCO tout de suite demander au gouvernement aussi de faire ce travail important et historien, de redécouvrir les itinéraires, les parcours de l'esclavage. Et c'est dans ce contexte-là que l'UNESCO a fait des études, commandité des études pour les itinéraires en Afrique et dans les Amériques et les Antilles. Et c'est dans ce contexte que se situe l'importance de Bimbia. J'ai eu la chance donc d'aller, le ministère de la Culture m'a invité, et moi ce que j'ai découvert c'est ceci, donc en 2 ou 3 mots. Moi j'ai visité, comme Ali qui est là, qui dirige maintenant la route de l'Estrade, la plupart des sites esclavagistes sur le continent, de Gorée dont parlait notre frère, en Angola, à Cape Coast, Ilmina, Ghana, et sur la côte de l'Est, en Tanzanie et ailleurs, dans l'Afrique orientale, tous les sites, on les a vus. Mais, quand j'ai vu Bimbia, j'ai immédiatement, parce que il faut que vous vous rendiez compte de ce qu'est Bimbia. La région de Bimbia est une région de forêt. Il y a des arbres, plein d'arbres, sombres, mais une forêt magnifique. Et pour aller sur le site de Bimbia, il faut marcher. Pendant un long moment, elle a fait le parcours. Et ce qui se passe, c'est que brusquement, au milieu de la forêt, on voit apparaître des pylônes de pierre. On voit apparaître un pan de mur. On voit apparaître une ceinture de mur, etc. Et là, on se rend compte, et c'est là pour moi le point central que j'ai voulu souligner avec les Camerounais, c'est que nous avons à Bimbia ce que je n'ai pas vu ailleurs.
Au Sénégal, on a Gorée, des maisons d'esclaves. Au Ghana, on a Cape Coast et Mina, c'est des forts. En Angola, on a vu des forts, etc. Mais là, on prend conscience lentement en marchant, en regardant les pylônes qui apparaissent lentement, en débroussaillant, littéralement, parce qu'il y a encore la forêt, que nous avons affaire à une petite ville, une ville. C'est-à-dire une zone urbaine qui a été créée pour faciliter cette opération économique et la rendre la plus rentable possible, parce qu'elle était au bord de l'eau, avec l'île en face, et les navires arrivaient pour les prendre. Et donc, Bimbia immédiatement donne cette impression-là, précise et physique, que nous avons affaire à une zone urbaine. C'est-à-dire qu'on a construit sur cette partie-là du Cameroun, cette zone urbaine. Et donc, c'est ça l'immense potentiel de Bimbia. Alors, que faut-il faire en conclusion? Moi, ce que j'ai suggéré avec d'autres, c'est qu'il y a 4 choses importantes qu'il va falloir faire. La première chose, il faut la protection légale de la zone de Bimbia. Il faut que le gouvernement camerounais prenne une mesure légale pour dire que la zone de Bimbia est protégée. On ne doit pas y cultiver, le paysan peut cultiver, mais on ne doit pas l'exploiter, couper le bois, mais protection légale de la zone. La deuxième chose, c'est la délimitation géographique de Bimbia. Parce que ce qu'on voit, ce que madame a vu, que j'ai vu, n'est qu'une partie. Il y a la forêt. Et on sait que dans la forêt, derrière les arbres, il y a encore des pylônes, il y a des structures physiques qui ont été construites. Et donc, ça c'est le premier point. Délimiter, protéger, délimiter. Mais ensuite, le troisième point, c'est qu'il va falloir géographiquement voir qu'est-ce qui est dans cette forêt. Et là, j'ai suggéré que le gouvernement camerounais non seulement protège, mais amène des équipes qui vont lentement débroussailler, arbre par arbre, toute la zone, lentement. Et là, on verra la ville prendre forme. Mais surtout que le Cameroun demande à ses partenaires occidentaux qui ont des moyens scientifiques d'utiliser l'image satellitaire, ils ont des moyens technologiques, pour littéralement photographier la zone qui est à voir, parce que ces photographies permettent de voir quelles sont les structures qui sont dans la forêt, dans les arbres ou sous terre. Et donc là, ils auront une image de ça. Et enfin, troisièmement, je suggérais aussi que le Cameroun lance une opération pour documenter Bimbia. C'est-à-dire faire l'état de connaissance sur Bimbia. Que sait-on? Il y a des articles, j'en ai quelques-uns, Madame Anna. Mais ce ne sont pas... Ils ont été écrits par des gens qui n'ont pas été sur place, mais qui ont eu accès à des navires, à des sources d'informations de navires, etc. Mais il faut donc aller demander à tous les partenaires du Cameroun, qui sont historiquement concernés par l'esclavage, tous les pays occidentaux dont on n'a pas parlé, de leur demander qu'est-ce que vous avez comme information dans vos archives sur Bimbia. Nous souhaiterons y avoir accès à nos chercheurs, puissent se documenter, etc. Et les autres chercheurs africains. Et donc, cette documentation, faire l'état de connaissance est un point important. Le deuxième point important, c'est qu'il faut valider historiquement et scientifiquement, c'est ma conclusion, Bimbia. Valider veut dire, il faut que le Cameroun organise rapidement un colloque scientifique et invite tous ceux qui ont fait des recherches et des travaux sur Bimbia et sur l'esclavage en général sur le continent africain, et les pays occidentaux aussi, et leurs chercheurs qui ont travaillé sur l'esclavage sur le continent africain, pour faire l'état de connaissance sur Bimbia, et qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on doit rechercher. Et littéralement élaborer un programme de recherche pour documenter historiquement Bimbia. Et enfin, en conclusion, je voulais insister sur un point. Le Cameroun a une position géographique qui est d'une immense importance. Nous, la chance qu'on a eu à l'UNESCO, c'est qu'on a une vision globale. Mais on ne peut pas se limiter à l'esclavage transatlantique. Vous savez que le Cameroun est aussi le siège d'un des grands phénomènes historiques, c'est-à-dire l'esclavage qui est parti vers le Moyen-Orient et jusqu'à la Russie. C'est l'esclavage qui s'est développé pendant l'Empire ottoman. Et on a découvert dans la chefferie de Logone, donc au Cameroun, c'est le nord du Cameroun, le sud du Tchad, la chefferie de Logone, d'où a été capturé Hannibal Abraham, un petit prince de la chefferie de Logone,
amené à Istanbul, Constantinople, Pierre le Grand tsar de Russie, voulait acheter 2 petits négrillons, c'était la culture de l'époque, pour les amener à la cour pour jouer. Quand on lui a amené les 2 petits négrillons, Hannibal Abraham et son frère, 2 petits princes, il est devenu amoureux de ces gosses, il les a aimés tout de suite, il les a adoptés. C'est un phénomène immense dans l'histoire de l'humanité. Et là, Pierre le Grand, le tsar de toutes les Russies, a adopté Hannibal Abraham. Et Hannibal Abraham est devenu le général en chef de l'armée impériale russe. Hannibal Abraham, c'est le Vauban de la Russie. Toutes les fortifications des pays baltes jusqu'à la Russie ont été construites par lui. C'était le général en chef noir, de peau, esclave. C'était Hannibal Abraham, général en chef de l'empire du tsar de toutes les Russies. Et son descendant, c'est Pouchkine. Et Pouchkine est le plus grand poète de la langue russe. Et donc, c'est ce que vous dites. Donc on va s'arrêter. Donc il faut lier ce qui se passe à Doumbia avec ce qui s'est passé au nord du Cameroun, Logon, et faire en sorte qu'il y ait une cartographie qui donne l'ampleur de ce phénomène. Désolé d'avoir été plus long, mais je voulais préciser ce point. Merci.